Bienvenue sur cette chaîne. Alors, on vient avec une nouvelle vidéo lecture. Ce soir, il pleut, ambiance cocooning, donc vous entendez les bruits d'éclairs, n'ayez surtout pas peur. Il pleut réellement. Donc, dans cette vidéo, on va commencer par lire la nouvelle Le Bon Rire de Maurice Leblanc, une nouvelle extraite du recueil La robe d'écaille rose, qui est publié en 1935. Ensuite, on va faire une analyse critique de cette nouvelle. Alors, pour commencer, il faudrait savoir que Maurice Leblanc, de son nom complet, Marie-Émile Maurice Leblanc, est un romancier français, né le 11 décembre 1864 à Rouen et mort le 6 novembre 1941 à Perpignan. Auteur de nombreux romans policiers et d'aventures, Maurice Leblanc est le créateur du célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Il est connu principalement pour ses romans policiers, mais il démontre dans cette nouvelle qu'on va lire une autre facette de son talent littéraire en s'aventurant dans des nouvelles dramatiques teintées de suspense et de fatalisme. Cette nouvelle, bien que courte, est riche en thèmes et en émotions, offrant une réflexion poignante sur le destin, la superstition et l'instinct de survie. Le bon rire. Le jour où Victor d'Anjou, l'ancien champion des 100 km, signa son engagement avec la maison Besseville-Bréauté pour courir les éliminatoires françaises au circuit des Cévennes, Catherine, sa femme, brisa une glace, renversa une salière et accomplit encore 2 ou 3 actes où l'esprit le moins prévenu n'aurait pas hésité à voir des avertissements redoutables. Déjà superstitieuse, Catherine fut vivement frappée de ses présages. Elle supplia son mari de ne pas braver le destin, alors qu'il s'exprimait d'une façon aussi claire. Victor n'eut pas demandé mieux que de ne pas le braver, mais outre que c'était un honnête garçon, qui faisait honneur à sa signature, il tenait à consacrer définitivement sa réputation de conducteur habile, audacieux et prudent. Ces raisons ne convainquirent point Catherine, qui resta inquiète et tourmentée. Que fût-ce quand elle apprit que le tirage au sort pour l'ordre des départs avait assigné le numéro 13 à son mari. Pour le coup, c'était trop. Elle éclata en pleurs. « Tu ne partiras pas, tu ne peux pas partir. Autant dire tout de suite que tu veux te tuer. C'est un véritable suicide. » Victor ne put nier que de telles coïncidences l'impressionnaient aussi de façon fort désagréable. Cependant, comme il le dit, quand le vin est tiré, il faut le boire. « Mais je te le jure, c'est la dernière fois. J'ai 9 chances sur 10 de gagner avec ma Beuzeville. Alors c'est la fortune et on ira planter des choux à la campagne. » Elle dut céder. Mais par quelle heure atroce passa la malheureuse. Pour elle, c'était une affaire réglée. Les choses mystérieuses ne donnent pas leur avis avec tant de précision, sans des motifs sérieux. Elle regardait Victor avec des yeux pleins de larmes et une grande pitié. À son âge, en pleine santé, quelle catastrophe! Pour un peu, elle lui commandait des vêtements de deuil. Elle passa les 2 derniers jours à l'auberge de Corda, où la maison Besseville-Bréauté avait établi son quartier général. Elle passa en pleurs et en prières. Victor d'Anjou, absolument déballé par son chagrin, avait fini par ne plus douter d'une issue fatale. Il regardait son automobile avec le regard désespéré d'un homme qui contemplerait son cercueil. Il partit, la mort dans l'âme. Catherine hésita longtemps avant de se poster sur le parcours. Sa présence serait-elle pour son mari une cause de chance ou de guigne? Hésitation absurde puisque le dénouement était connu d'avance. Le devoir importait. Être là quand son mari aurait besoin de ses soins, le tenir dans ses bras, étancher son sang, adoucir ses derniers moments. Le circuit comptait plus de 130 kilomètres.
mais un pressentiment lui ordonna de se tenir au virage d'Arbure, à ce terrible tournant en descente qui précède la ligne de l'arrivée. C'était inévitablement à cet endroit que l'accident aurait lieu. Il n'eut pas lieu au premier tour. Son mari, maître déjà de 5 de ses concurrents, vira le 8e et sans le moindre accroc. Au second tour, Victor avait encore gagné 2 places et le doute n'était pas possible. Son temps était de beaucoup le meilleur. La course lui appartenait. Une troisième fois, elle le vit, ou plutôt, elle le devina, car malgré toutes les précautions, de la poussière surgissait du sol ou se détachait des talus voisins. Le visage fut exécuté à allure vertigineuse. Le virage fut exécuté à une allure vertigineuse. Il était loin déjà quand elle eut conscience qu'il n'y avait plus de danger. Et des minutes interminables s'écoulèrent. 30, 40, 60. Catherine ne vivait plus. Il lui semblait que son existence était suspendue et que son corps ne recommencerait pas à battre avant qu'elle ne pressât son mari contre elle. Grémin, Girardi passèrent. Puis ce serait Vermont, lequel au dernier tour précédait d'Anjou. Et Vermont passa. Dans quelques instants encore, et d'Anjou, d'Anjou! Autour d'elle, des exclamations soudaines s'élevèrent. D'Anjou? Et de fait, au débouché d'un vallon boisé, une voiture apparaissait, enveloppée d'un petit nuage. Elle grandit, s'approcha. 500 mètres la séparaient du virage d'Arbure, situé lui-même à 1800 mètres du but. C'était le triomphe certain, à moins que, au virage, une telle souffrance envahit Catherine qu'elle eut envie de se jeter sur la route au passage de la voiture et de mourir avec celui qu'elle aimait. Elle ferma les yeux, elle se boucha les oreilles, elle se courba, la tête entre les mains. Non, elle ne voulait pas entendre le bruit infernal. Non, elle ne voulait pas voir ce qui allait se produire, ce qui se produisait. Elle entendit quand même un grand cri, des cris encore, toute une rumeur. Elle ouvrit les yeux. L'automobile gisait à 20 pas d'elle, renversée, comme une bête qui agonise, et tout près, 2 hommes étendus, immobiles. Folle d'épouvante, elle se dressa, retomba sans force, puis tout à coup, dans un élan d'énergie, elle se précipita. Un flot de gens entourait déjà la voiture. Elle le fendit, impérieuse, irrésistible, les bras en avant, la voix rauque. Un des 2 hommes, le mécanicien, était relevé, mort, et l'autre, on l'emportait, mort aussi. Elle courut, elle souleva le voile dont on avait recouvert le cadavre, et elle resta stupéfaite. Ce n'était pas Victor, ce n'était pas son mari, c'était La Fenestre, le coureur des Delavigne. La Fenestre qui, arrêté par des pannes hors de course, avait-on cru, achevait son 2e tour. Elle contempla ce visage livide où coulaient 2 filets de sang. Une joie indicible, formidable, la gonflait. Cela bouillonnait en elle comme un ferment trop violent. Et soudain, elle éclata de rire, mais d'un rire abondant et sonore qui lui détendait les nerfs. On protesta avec indignation. Elle regarda les gens d'un air étonné et dit: Ce n'est pas mon mari, j'avais pensé que c'était lui, Victor d'Anjou, et ce n'est pas lui. Alors vous comprenez combien je suis heureuse. Et elle rit encore, comme on rit aux bonnes minutes de la vie. Quelqu'un lui tordait le bras, une femme à cheveux gris, à figure convulsée, qui répéta: Mais taisez-vous, La Fenêtre, c'est mon fils, allez-vous vous taire? Elle eut pitié de la malheureuse, mais tout de même rien ne pouvait empêcher, n'est-ce pas, que Victor ne fût vivant.
et elle dit d'une voix très douce: Il faut me pardonner, madame. Pensez donc, j'étais persuadée que c'était Victor, et ce n'est pas lui. Ah, si vous saviez comme je suis contente. Au même moment, une chose effleura la foule effrayée. Une trombe. On reconnut la voiture de Danjou. Catherine la suivit des yeux. Une minute après, son mari arrivait là-bas, vainqueur, et elle battit des mains. Un bonheur surnaturel la soulevait. Elle rit de nouveau, largement, de toute son âme et de toute sa vie. Elle rit près du cadavre et en présence de la mère qui pleurait. Elle rit, comme il est naturel que rient les pauvres créatures humaines qui viennent d'échapper au coup du destin. Voilà, maintenant que la lecture est terminée, on va passer à l'analyse proprement dite. Tout d'abord, on revient sur le résumé de l'intrigue. Donc, pour résumer, en fait, on pourrait dire que l'histoire est celle de Victor d'Anjou, un ancien champion de course automobile, et sa femme Catherine, profondément superstitieuse. Donc, lorsque Victor s'engage dans une nouvelle compétition, Catherine est troublée par une série d'événements, de mauvais présages, d'après elle, qui culminent avec, par exemple, l'attribution du numéro 13 à son mari. On sait bien que le numéro 13 a tendance pour certains à porter malheur. Donc, malgré toutes ces réticences, son mari, Victor, lui décide quand même de courir, convaincu que c'est sa dernière chance de remporter son tournoi, de gagner une fortune et de vivre enfin une vie paisible à la campagne avec sa femme. Donc, voilà, il est têtu, Victor, il va quand même compétir malgré que sa femme, lui, est terrifiée, est anxieuse par rapport à l'amoncellement de signes, d'après elle, malheureux qui perturbent en fait sa participation. Mais Victor, il a donné sa parole. Il veut absolument finir sa course et surtout finir en beauté. Victor, il veut partir sur une victoire. Donc Catherine, elle est convaincue que son mari va mourir. Elle vit des heures de terreur jusqu'au moment fatidique de la course où, bien sûr, il y a cet accident. Au dernier tour, il y a cet accident qui se produit, mais ce n'est pas Victor qui en est la victime comme Catherine l'appréhendait. C'est plutôt une autre personne. Donc la nouvelle se termine en fait avec Catherine qui éclate de rire parce qu'elle est soulagée, alors même que la maman du véritable mort est en train de pleurer son fils. Donc ça, c'est pour le résumé de ce qui se passait dans cette nouvelle. Maintenant, on va détailler amplement les différents thèmes abordés. Donc, les thèmes principaux, on a tout d'abord le thème de la superstition et du destin. Donc ici, on peut voir que Catherine est le personnage pivot autour duquel le thème de la superstition va être exploré. Donc, c'est elle qui interprète les mauvais présages et qui a par exemple une obsession, une aberration ou alors une phobie du chiffre 13, car on sait dans la culture populaire que le chiffre 13, pour certains, ça porte malheur. Donc, voilà, c'est elle qui crée toute une névrose autour des mauvais présages qu'elle interprète et du coup, ça crée une tension palpable tout au long de cette nouvelle. Donc, la superstition ici va s'opposer à la rationalité de Victor, le mari de Catherine, qui reste quand même les pieds sur terre et qui tient surtout à participer à sa course. Pour lui, c'est la dernière chance de remporter un trophée. Donc, bien qu'inquiet, parce que sa femme est inquiète, du coup, il est inquiet de son inquiétude. Il décide quand même de ne pas céder à la peur parce que voilà, cette peur reste tout de même irrationnelle. Elle n'est pas basée sur des faits tangibles, des faits réels. Donc voilà, il reste quand même rationnel dans toute cette irrationalité que manifeste sa femme en interprétant tous ces signes qui seraient des mauvais présages. Et en parallèle, on a le destin qui ici, un peu, c'est l'issue de la nouvelle avec la mort plutôt d'une autre personne d'un côté qu'on n'attendait pas au lieu
voilà, on s'attendait plus à ce que son mari Victor, le mari de Catherine, meure, vu que dès le début, on est baigné dans ça. Et c'est un peu l'issue à laquelle on s'attend, mais à la fin, c'est pas ça. Donc, voilà, ça peut laisser entendre que le destin, bah, il est écrit, hein, si ce n'est pas ton jour, comme on dit, c'est pas ton jour. Donc, voilà, il y a un peu cette balance entre superstition, destin. L'auteur essaye peut-être ici de dire que voilà, la roue du destin roule, peu importe comment on interprète les signes et pour qui on interprète les signes, le destin au final il s'accomplit. Donc voilà, le blanc montre ici la lutte entre les croyances irrationnelles et puis la réalité. Et surtout, il illustre comment les superstitions peuvent influencer les actions et les émotions des gens. Et dans un deuxième temps, il y a l'instinct de survie qui apparaît brièvement, alors furtivement, lorsque Catherine, qui se met justement au détour là, qui se met au virage, a une peur bleue. Lorsque voilà, la voiture arrive en trombe, elle se dit, ça y est, c'est son mari qui va faire l'accident et qui va mourir. Du coup, sa réaction, c'est de voilà, se boucher les oreilles, se boucher, elle ne veut rien voir, rien entendre. Elle se recroqueville sur elle-même comme pour protéger ses parties vitales, son cœur, comme on a tendance à le faire lorsqu'on s'attend à un choc assez fort. On se protège des mains, on protège sa tête, on protège son cœur, son torse. Donc, c'est un peu ce qu'elle fait. Du coup, ça laisse entendre qu'il y a quand même un instinct de survie qui surpasse sa peur, son appréhension, que lui susurre, alors que lui suppute tous les mauvais présages qu'elle interprète. Donc, la réaction de Catherine à la fin, là, c'est son rire à la mort de la fenêtre. C'est vraiment comme une décompression de tout ce mélange, voilà, d'anxiété, de stress, d'appréhension, de peur. Elle a de peu frôler la mort en même temps, vu sa proximité avec le terrain de course. Tout ça ressort dans le texte et ça montre une profonde exploration, en fait, non seulement de l'instinct de survie, mais également une facilité pour l'auteur de nous mettre dans la situation. Donc, pour revenir au soulagement de Catherine, qui est manifesté ici par un éclat de rire, et il signale un peu, alors il reflète le bonheur qu'elle a de voir son mari vivant, et ce bonheur dépasse la décence sociale, vu qu'elle rit en pleine face d'une mère à côté qui pleure son fils. Donc, la décence sociale dans une telle situation voudrait que on s'abstienne de montrer des signes de joie vu qu'il y a quelqu'un qui pleure la perte d'un être cher. Donc, c'est un contraste assez fort. Et Maurice Leblanc utilise ce contraste pour mettre en lumière la complexité des émotions humaines et la manière dont la peur et l'amour peuvent dominer notre comportement. Donc voilà, elle avait tellement peur et ensuite elle est tellement soulagée et puis elle exprime tellement d'amour qu'au final, c'est une confusion totale dans son esprit et elle laisse échapper tout cela par un éclat de rire qui est vraiment inapproprié du coup pour les circonstances. Et pour le troisième thème, du coup, le thème de l'égoïsme, on a Catherine qui est un exemple, en fait, de l'égoïsme inhérent à l'amour humain. Donc, elle, sa joie démesurée face à la mort d'un autre montre à quel point l'amour peut rendre égoïste, en fait, parce que, voilà, ça peut rendre quelqu'un indifférent à la souffrance des autres. Elle aime tellement son mari, elle est tellement contente de le voir vivant que voilà, elle n'arrive même pas à réprimander, elle n'arrive pas à contenir sa joie, qui éclate sous cette forme de rire-là. Et du coup, c'est une représentation brutale en fait de l'égoïsme parce que ça surpasse la compassion qu'elle pourra avoir pour sa congénère qui est à côté et qui pleure son fils. Elle est tellement heureuse. Donc, ça montre un peu la dualité de l'être humain. On peut être à la fois euh, capable de sentiments profonds, on peut être à la fois content, mais partager la douleur d'autrui. Donc, c'est un mélange de sentiments profonds et d'un comportement choquant en parallèle. Donc, voilà pour les thèmes abordés. On va passer à la troisième partie qui est l'analyse du style et de la technique narrative de l'auteur.
Donc, il y a un rythme soutenu qui maintient en fait le suspense. Les dialogues sont réalistes et ça contribue à l'immersion du lecteur dans l'angoisse de Catherine et la détermination de Victor en parallèle. Donc la structure en fait de cette nouvelle avec une montée progressive de la tension jusqu'à l'accident qui est un peu le point culminant va être pardon, est efficace en fait pour maintenir l'attention du lecteur. C'est voilà, on monte, on monte, on monte et à la fin on est un peu délivré en voyant que voilà, Victor, il ne meurt pas parce que dès le début, on nous met dans un bain assez pessimiste où tout concourt à prévoir que Victor meurt. Donc voilà, la nouvelle se distingue en fait par cette capacité à évoquer des émotions intenses avec une économie de moyens, c'est-à-dire avec peu de mots. Et Maurice Leblanc se concentre sur les pensées et les réactions des personnages. Il rend ainsi leur dilemme intérieur assez palpable. Donc la conclusion, elle va être marquée par le rire de Catherine qui est assez incongru et elle laisse une impression durable qui va inciter le lecteur à réfléchir sur les différents thèmes explorés. L'œuvre Le bon rire de Maurice Leblanc, la nouvelle. Donc, je vous attends pour une prochaine vidéo. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir les vidéos, pour être au courant à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. On va encore faire des petites lectures comme ça. Et puis, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Merci.